Avez-vous déjà essayé de mettre le feu à une brique avec un briquet ordinaire? Et avec un chalumeau? Vous pouvez dépenser une bouteille entière de gaz, mais la brique ne fera que chauffer et, peut-être, noircir légèrement de suie. Elle ne coulera pas, ne s'évaporera pas et, à coup sûr, ne se transformera pas en une flaque de verre fondu. C'est de la physique, c'est la résistance fondamentale des matériaux, étudiée lors des premières années d'université technique. Mais pour une raison quelconque, lorsque nous ouvrons les manuels d'histoire, la physique cesse d'y fonctionner. On nous dit que des villes entières, construites en pierre et en briques rouges, ont été réduites en cendres par une seule lampe à pétrole renversée ou une étincelle accidentelle dans un fenil. On nous a nourri toute notre vie de contes selon lesquels les incendies du XIXe siècle détruisaient les mégalopoles comme si elles étaient faites d'allumettes et de papier imbibé d'essence. Mais arrêtez-vous une seconde, inspirez profondément et posez-vous une question simple qui détruit tout ce château de cartes de l'histoire officielle. Si les villes brûlaient à cause d'un feu ordinaire, pourquoi voyons-nous sur les vieilles photographies du granit fondu, des poutres d'acier tordues en nœuds et de la brique transformée en une masse vitreuse? La pierre ne brûle pas, la pierre fond. Et pour cela, il faut des températures impossibles à atteindre avec la combustion du bois. Vous avez été trompé, et l'ampleur de ce mensonge est si colossale que le reconnaître signifie rayer tout ce que nous savons de notre passé. Bienvenue dans une réalité où l'histoire n'est pas une chronique d'événements, mais un procès-verbal de dissimulation de preuves. Aujourd'hui, nous allons déconstruire atome par atome le mythe des soi-disant grands incendies du XIXe siècle. Nous allons examiner les faits qui sont évidents, mais que les historiens préfèrent ignorer, détournant pudiquement le regard. Il ne s'agira ni de mysticisme, ni de magie. Nous parlerons de thermodynamique, des propriétés des matériaux et des incohérences logistiques qui ressortent de la version officielle, comme des armatures rouillées du béton. Chicago, Boston, Seattle, Moscou. Ces villes n'ont pas simplement brûlé, elles ont été détruites méthodiquement, avec l'application de technologies qui, selon la version officielle, n'existaient pas encore à l'époque, ou bien avec l'utilisation de forces dont la nature ne nous est pas encore tout à fait claire, mais dont nous voyons les conséquences sur les photographies de ces années-là. Regardez les clichés de Chicago détruites après l'incendie de 1871. Que voyez-vous? La version officielle raconte que la vache de Madame O'Leary a donné un coup de patte à une lampe dans la grange. Et de cette grange en bois, une immense ville de pierre, dont le centre d'affaires était bâti de bâtiments monumentaux, aurait soi-disant été entièrement détruite par le feu. Mais regardez les ruines plus attentivement. Il n'y a pas de carcasse calcinée. Il n'y a pas de murs noircis par la suie. Là, nous voyons des quartiers réduits en poussière. Nous voyons des bâtiments dont les étages supérieurs ont été rasés, comme par un laser géant ou une onde de choc d'une puissance incroyable. Nous voyons des tas de briques, mais pas entières, plutôt fragmentées en petites fractions, et au milieu de ce chaos, des blocs fondus. Pour faire fondre la brique et la transformer en scorie céramique, il faut une température de plus de 1200 degrés Celsius, maintenue pendant une longue période dans un volume fermé, comme dans un haut fourneau. Un feu ouvert lors d'un incendie de structure en bois atteint un maximum de 600 ou 800 degrés à l'épicentre. À de telles températures, la pierre peut se fissurer, peut s'écailler, mais elle ne coulera jamais. La fonte dont étaient faits les lampadaires et les éléments de clôture fond à une température d'environ 1200 degrés. L'acier exige encore plus de chaleur, environ 1400 ou 1500 degrés. Sur les photographies de Chicago, nous voyons des entrepôts entiers de vaisselle et d'outils métalliques qui se sont agglomérés en une seule masse monolithique. Nous voyons des rails de tramway noués, comme s'il s'agissait de pâte bouillie et non d'acier trempé. Croyez-vous vraiment qu'une grange en bois en feu et le vent
aurait pu créer les conditions d'un haut fourneau sur une superficie de plusieurs kilomètres carrés? C'est techniquement impossible. Cela contredit les lois de la thermodynamique. Le feu se propage avec le vent, mais la température dans un espace ouvert se dissipe instantanément. Pour obtenir l'effet de fusion de la pierre dans la rue, il faudrait que l'air lui-même brûle, que l'atmosphère soit saturée de quelque chose qui crée un effet d'explosion volumétrique ou de combustion plasmique. Et c'est ici que nous arrivons à la première conclusion effrayante. Ce que l'on nous présente comme des incendies était en réalité une exposition à haute température de nature inconnue. C'était un bombardement en tapis ou une frappe énergétique dirigée qui vaporisait littéralement la matière organique et faisait fondre les composés inorganiques. Regardez les photographies de Sébastopol de l'époque de la guerre de Crimée ou les clichés de Richmond de l'époque de la guerre civile aux États-Unis d'Amérique. Le scénario est le même partout. Les villes ne ressemblent pas à ce qu'elles seraient après un incendie, mais plutôt après une frappe nucléaire ou une attaque d'artillerie massive d'une telle puissance que les armées de l'époque, avec leurs boulets de fonte et leurs poudres noires, ne pouvaient tout simplement pas posséder. Mais revenons à notre principal suspect, le grand incendie de Chicago. Les historiens nous assurent que la ville était majoritairement en bois. C'est un mensonge facile à réfuter en consultant les registres d'assurance et les plans architecturaux de l'époque. Le centre de Chicago, le soi-disant Loop, était bâti d'imposants bâtiments en pierre de 5-6 étages et plus. C'étaient des palais du commerce et de la banque, construits pour des siècles. Il y avait du marbre, du granit, du calcaire, de la brique. Et c'est précisément ce centre en pierre qui a été le plus touché. Les bâtiments, qui auraient dû servir de murs coupe-feu naturels, ont été entièrement détruits. Il ne restait même plus les coques des murs, seulement des vestiges de fondations dépassant du sol et des montagnes de briques cassées. Si c'était agi d'un incendie ordinaire, les coques en pierre seraient encore debout aujourd'hui, noircies, mais intactes. Souvenez-vous des incendies dans les bâtiments modernes. Les meubles, les finitions, le toit brûle, mais la structure en béton ou en briques reste. À Chicago, les structures ont disparu. Elles se sont réduites en poussière. De plus, il existe des témoignages de témoins oculaires qui décrivaient un comportement étrange du feu. Les gens disaient que le feu semblait tomber du ciel, que même les pavés de pierre brûlaient, et que l'air était si incandescent que les gens s'enflammaient comme des torches à des centaines de mètres de l'épicentre des flammes. Ce n'est pas la description d'un feu de forêt, c'est la description de l'impact d'une énergie radiante, d'une puissance monstrueuse. Et maintenant, le plus intéressant. Immédiatement après la catastrophe, alors que la terre fumait encore et que la pierre était chaude, ce que les historiens appellent la grande reconstruction a commencé. Mais si vous examinez le rythme de cette reconstruction, vos cheveux se dresseront sur la tête, face à l'impossibilité mathématique de ce qui s'est passé. On nous dit que Chicago a été reconstruite en seulement quelques années. Pensez-y, des milliers de bâtiments, des millions de tonnes de débris de construction qu'il fallait évacuer quelque part, des millions de tonnes de nouveaux matériaux qu'il fallait extraire, transporter et poser. Et tout cela, à l'aide de chevaux et de charrettes, sans pelleteuses, sans grues, sans camions, avec une population qui aurait soi-disant perdu tous ses biens et son abri. D'où venaient les ressources? D'où venait la main-d'œuvre? D'où venait la logistique capable d'assurer un tel flux de marchandises? La réponse ne peut être qu'une seule. Aucune construction à partir de zéro n'a eu lieu. Il y a eu un déblaiement. Il y a eu une restauration de ce qui avait survécu. Ou bien, et cela sonne encore plus effrayant, les villes n'ont pas été construites. Elles ont été déterrées. Mais nous en parlerons un peu plus tard, lorsque nous examinerons les bizarreries démographiques. En attendant, gravez ce fait dans votre esprit. Les destructions du 19e siècle ne correspondent pas aux causes déclarées.
la pierre ne brûle pas. Ce qui signifie que quelqu'un a délibérément brûlé notre histoire, en utilisant des armes dont il nous est interdit de connaître l'existence. Traversons l'océan et examinons des événements qui se sont produits un peu plus tôt, mais selon un scénario absolument identique. Moscou, 1812. Que nous raconte-t-on à l'école? Le méchant Napoléon est entré dans la ville, et les moscovites patriotiques, ou les Français eux-mêmes, les versions changent comme des gants, ont incendié la capitale en bois. Et encore la même chanson, Moscou en bois. C'est un autre mensonge grandiose. Au début du XIXe siècle, Moscou était une mégalopole européenne en pierre. Le Kremlin, Kitaï-Gorod, Belygorod, ce sont de massives fortifications en briques et en pierre blanche, des palais, des domaines, des églises. Oui, les faubourgs étaient en bois, mais le centre, non. Cependant, selon les rapports officiels, l'incendie a détruit les 3/4 de la ville. Et pas seulement endommagé, mais transformé en ruine. Jetez un œil aux gravures et aux peintures réalisées immédiatement après le départ de l'armée française. Ou lisez les mémoires d'officiers français. Ils ne décrivent pas seulement un feu. Ils décrivent un enfer où le métal fondait. Les célèbres cloches de Moscou, suspendues dans les clochers en pierre, ne sont pas tombées et ne se sont pas brisées. Elles ont coulé en flaques incandescentes. Le bronze fond à une température d'environ 900 ou 1000 degrés. Pour transformer une cloche de plusieurs tonnes en une masse liquide, il ne suffit pas d'allumer un feu sous le clocher. Il faut un choc thermique d'une telle force qu'il transforme la pierre en fournaise et l'air en plasma. Les soldats français écrivaient que la chaleur était telle que les vêtements commençaient à se consumer sur les gens à des centaines de mètres de l'épicentre des flammes, et que les murs en pierre du Kremlin étaient rougis par la chaleur. Ce n'est pas un incendie, c'est l'œuvre d'une arme de destruction massive. Les sceptiques diront « Eh bien, il y avait un vent fort ». Le vent ne fait pas fondre le granit. Le granit est une roche magmatique. Il naît du feu des volcans. Pour que le granit coule ou se désagrège en sable, se déstructure, il faut un impact comparable à celui d'une activité volcanique ou nucléaire. Et c'est précisément ce que nous voyons sur les vieilles ruines, ce que l'on appelle la vitrification. C'est un terme que les archéologues craignent comme le feu. Les forts vitrifiés d'Écosse, les ziggourats fondus du Moyen-Orient et les ruines des villes du XIXe siècle. La brique se couvre d'une croûte de verre lisse et brillante. Cela se produit lorsque les silicates contenus dans l'argile bouillent instantanément et se solidifient. Ils ne chauffent pas progressivement, mais subissent un choc thermique instantané d'une puissance extrême. Regardons Boston en 1872. Un scénario copié-collé. Le grand incendie qui a détruit le centre d'affaires. Et encore, des bâtiments en pierre, des façades en granit, de larges rues. Sur les photographies prises après l'incendie, nous voyons une forêt de cheminées et le vide. Les bâtiments ne se sont pas effondrés vers l'intérieur, ils ont disparu. Les blocs de granit des fondations sont réduits en gravats. La version officielle tente de tout imputer aux explosions de conduite de gaz. Mais tout ingénieur gazier vous dira qu'une explosion de gaz domestique est un événement local. Elle brise les fenêtres, détruit les planchers, mais elle ne transforme pas des quartiers de demeure en granit en un champ plat de gravats. À Boston, comme à Chicago, nous observons un effet qui, dans le jargon militaire, est appelé bombardement en tapis ou démolition dirigée. Il y a un autre fait complètement ignoré par les historiens. C'est l'état des sous-sols. Pourquoi, après ces catastrophes, le niveau des villes a-t-il radicalement changé? Pourquoi marchons-nous dans des rues qui sont en réalité les toits des premiers étages des anciens bâtiments? Après les soi-disant incendies, les villes n'ont pas seulement été reconstruites, elles ont été ensevelies.
Des millions de mètres cubes de terre, d'argile et de cendres ont recouvert les ruines. C'est le célèbre niveau culturel, qui est en réalité un niveau de catastrophe. S'il s'était agi d'un incendie ordinaire, les débris auraient été évacués et les maisons reconstruites sur les anciennes fondations. Mais nous constatons que les premiers étages sont devenus des sous-sols. Les portes sont devenues des fenêtres donnant sur le sol. Cela indique que les destructions étaient si globales et la quantité de débris et de dépôts si énorme qu'il était plus simple de niveler la zone au-dessus des ruines que de déblayer les gravats. Qui possédait la technologie capable de brûler des villes entières, transformant la pierre en poussière? Au XIXe siècle, seuls existaient officiellement des canons tirant des boulets de fonte et des fusils. Mais les destructions que nous voyons sont identiques à celles d'Hiroshima, Nagasaki ou Dresde après les bombardements par des bombes incendiaires. Seules les échelles sont encore plus terrifiantes. Peut-être s'agit-il de l'utilisation de l'électricité atmosphérique ou d'armes orbitales dont nous prenons les vestiges pour des comètes et des météorites dans les annales. Pensez au terme « terre brûlée ». C'est maintenant une métaphore. Mais si, il y a 200 ans, c'était une instruction littérale. Ce n'était pas seulement l'architecture qui était détruite. L'infrastructure d'une civilisation technologiquement supérieure à celle qui l'a remplacée était détruite. Ceux qui ont peuplé ces villes après la catastrophe n'étaient pas des bâtisseurs, mais des pillards et des colons. Ils sont arrivés sur place, ont déterré ce qui avait survécu et l'ont présenté comme leur propre construction. C'est pourquoi nous observons une telle dissonance. Des technologies primitives sur les photos, pelles, brouettes, chevaux, et de majestueux bâtiments antiques en arrière-plan, que ces gens sont censés construire. Ils ne construisent pas. Ils essaient d'adapter à la vie les ruines d'une civilisation hautement développée, détruite par un feu qui fait fondre la pierre. Mais le plus effrayant n'est même pas dans les technologies de destruction. Le plus effrayant est dans la mathématique de la survie. Si des villes ont été réduites en cendres, qu'est-il advenu des gens? Des centaines de milliers d'habitants. On nous parle d'un sauvetage miraculeux, du fait que seulement quelques centaines de personnes ont péri. À Chicago, une ville de 300 000 habitants, environ 300 personnes sont officiellement mortes. Le croyez-vous? La ville est devenue une fournaise à plasma. La pierre fondait, le métal bouillait, et les gens se sont simplement enfuis. C'est un mensonge destiné à cacher un véritable génocide. Et les chiffres des statistiques, si l'on commence à les creuser, révèlent une image terrifiante du vide apparu au milieu du XIXe siècle. Un énorme creux démographique que les historiens ont rempli de données fictives et de migrations inventées. Mettons de côté les émotions et prenons une calculatrice. Les chiffres sont la chose la plus difficile à falsifier dans une perspective historique. Si nous examinons les graphiques officiels de la croissance de la population mondiale, nous voyons quelque chose de tout à fait inhabituel. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la courbe est presque horizontale, montrant une croissance très lente, à peine perceptible. Et soudain, exactement au moment où ces étranges incendies qui font fondre la pierre commencent à éclater partout dans le monde, le graphique s'envole verticalement. On nous l'explique par la révolution industrielle, l'apparition de la médecine et de l'hygiène. Mais permettez-moi, quelle hygiène dans des villes qui, selon les descriptions des mêmes historiens, étaient noyées dans les immondices et le fumier de cheval? Quelle médecine, alors que les antibiotiques n'étaient pas encore découverts et que la chirurgie ressemblait à de la torture? Cette explosion démographique contredit la logique de la survie dans ces conditions. La seule explication raisonnable de ce bond, c'est l'importation d'une nouvelle population ou une incubation artificielle. Nous voyons une image de réinitialisation globale. L'ancienne population, possédant des technologies avancées, a été anéantie lors d'une catastrophe, masquée sous le couvert d'incendies et d'épidémies. Et sur les territoires libérés, sur les ruines des grandes villes, de nouvelles populations ont été introduites. Des migrants, des colons, nous-mêmes. Jetez un œil aux photographies des villes du milieu du XIXe siècle. Saint-Pétersbourg,
Paris, Washington, le même Chicago avant sa destruction. Qu'est-ce qui frappe? Le vide. Des avenues grandioses, des rues très larges, conçues pour un trafic énorme, sont absolument vides. De rares chariots, des passants solitaires, qui ressemblent à des fourmis sur fond de construction cyclopéenne. Les historiens nous resservent des contes sur la longue exposition des appareils photos, à cause de laquelle les personnes en mouvement n'auraient soi-disant pas été capturées. Mais c'est un mensonge pour ceux qui ne s'y connaissent pas en photographie. Avec une longue exposition, un objet en mouvement laisse une traînée floue, un fantôme. Or, sur ces photos, il n'y a pas de fantôme. Il n'y a tout simplement personne. Les ombres des arbres et des bâtiments sont nettes, ce qui indique un soleil éclatant et une courte exposition. Les villes sont vides. Ce sont des villes fantômes, prêtes à être peuplées. L'infrastructure conçue pour des millions est déjà construite. Mais il n'y a pas encore de population. Qui a construit ces palais, ces quais revêtus de granit, ces systèmes d'ingénierie d'égouts extrêmement complexes que nous exploitons encore aujourd'hui? On nous propose de croire que des paysans analphabètes en laptis, armés de pelles en bois et de ciseaux, ont créé des chefs-d'œuvre architecturaux que nous ne pouvons aujourd'hui reproduire même avec nos lasers et nos imprimantes 3D. Essayez de tailler manuellement, sans machine à commande numérique, une colonne de granit parfaitement ronde pesant 100 tonnes. Puis soulevez-la et installez-la avec une précision d'orfèvre. Et faites cela des milliers de fois en quelques années. C'est impossible. L'histoire officielle de la construction du XIXe siècle est une fiction. On nous montre des dessins et des gravures où des foules de petits personnages tirent des cordes, soulevant des blocs. Mais où sont les photographies du processus? La photographie existait déjà. Nous voyons des photos de bâtiments achevés. Nous voyons des photos de ruines. Mais nous ne voyons presque jamais de photos du processus même de construction de la fosse de fondation ou de l'érection de la structure de ces mêmes bâtiments antiques. On nous montre déjà des échafaudages autour d'un bâtiment achevé et on nous dit « Regardez, ils construisent ». Non, ce n'est pas une construction. C'est une réparation. C'est une restauration. Les nouveaux maîtres du monde ont simplement plâtré et peint ce qu'ils avaient hérité de la civilisation précédente. Nous sommes une civilisation de Bernard l'Ermite. Nous vivons dans des coquilles que nous n'avons pas créées. Nous occupons des maisons étrangères, marchons sur des ponts étrangers et prions dans des temples étrangers, en attribuant leur construction à nos ancêtres. Voilà pourquoi en Sibérie, au cœur de la taïga, se dressent des bâtiments aux portiques et colonnes antiques, comme transportés de la Grèce ou de la Rome antique. Voilà pourquoi en Amérique, les bâtiments des capitoles de chaque État ressemblent à des copies du Panthéon romain. On nous dit que c'était une mode, le néoclassicisme. Mais la mode exige des ressources. Pour construire un tel capitole, dans la nature profonde du XIXe siècle, il faut une base industrielle, des usines, des routes, des architectes qualifiés. Or, là-bas, selon la version officielle, il n'y avait que des cow-boys, des chercheurs d'or et des saloons en planches. Ce n'est pas une mode. C'est un style architectural unique d'une civilisation globale qui nous a précédés. Une civilisation qui a été détruite au cours d'une guerre ou d'un cataclysme que nous avons appelé incendie et déluge. Et ici, nous arrivons au plus effrayant. S'il y avait une civilisation globale, unie dans son architecture et ses technologies, qui l'a détruite? Et surtout, pourquoi? La réponse réside dans la nature même des destructions. Les centres de contrôle, les usines, les sources d'énergie étaient détruits. Ces mêmes temples et cathédrales, qui en réalité auraient pu être des installations techniques. Avez-vous remarqué que les anciennes églises et cathédrales n'ont souvent pas de système de chauffage? Comment construire un bâtiment en pierre gigantesque dans un climat où il fait -30 degrés en hiver, sans prévoir de poêle?
Les cheminées ont été ajoutées plus tard, en perçant grossièrement les murs. Cela signifie qu'initialement, ces bâtiments recevaient de l'énergie et de la chaleur d'une autre manière. Sans bois ni charbon. Électricité atmosphérique, technologie éthérique. Appelez cela comme vous voulez. Ces mêmes flèches métalliques, ces dômes recouverts de feuilles d'or, un excellent conducteur, ces formes géométriques complexes, tout cela sont des éléments d'un gigantesque réseau énergétique. La catastrophe du XIXe siècle visait précisément à déconnecter ce réseau. Les villes ont été incendiées pour détruire les technologies d'énergie libre et asservir l'humanité survivante aux hydrocarbures. Nous avons été transférés de l'énergie propre au charbon et au pétrole. On nous a forcés à payer pour ce qui était autrefois gratuit. La grande réinitialisation du XIXe siècle n'est pas seulement un changement de pouvoir, c'est un changement de paradigme physique de l'existence humaine. C'est pourquoi les bibliothèques ont été détruites. C'est pourquoi les livres ont été réécrits. C'est pourquoi des empires entiers ont été effacés de l'histoire, comme la Grande Tartarie, dont les frontières figuraient encore sur les cartes de l'Encyclopédie Britannica de la fin du XVIIIe siècle, mais dont il n'est pas fait mention dans les manuels modernes. Pensez au niveau de cynisme. Vous vivez dans la maison dont les propriétaires ont été tués. Vous utilisez leurs biens, mais on vous a fait croire que vous avez vous-même construit cette maison avec des bâtons et de l'argile. Et vous y croyez. Vous en êtes fiers. Et la vérité est sous vos pieds, recouverte de mètres d'argile et de boue. D'ailleurs, d'où vient cette argile? Pourquoi les premiers étages des bâtiments du monde entier, à Prague, à Londres, à Omsk, à Kazan, sont-ils enfouis sous la terre? Les historiens disent « couche culturelle ». Quelle est cette culture qui, en 100 ans, accumule 3 mètres de terre, de sorte qu'il faut faire une entrée par le 2e étage? Les gens ne jettent pas leurs déchets à leurs pieds à une telle échelle. Et les rues ne sont pas pavées au-dessus des fenêtres. Ce sont les traces d'un déluge. Un déluge de boue qui a accompagné les bombardements et les incendies. C'était un coup complexe, du feu du ciel et de la boue de la terre. Et maintenant, jetons un coup d'œil à un autre grand puzzle qui ne rentre pas dans la boîte de l'histoire officielle. Si les villes ont été détruites par le feu et le plasma, qu'est-il advenu de ce qui a survécu? La réponse est évidente dans les événements les plus photographiés de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Il s'agit des soi-disant expositions universelles. Chicago 1893, Paris 1900, Saint-Louis 1904, San Francisco 1915. On nous dit que ces complexes incroyables, dépassant en échelle et en beauté la Rome ou l'Athènes moderne, ont été construits comme des décors temporaires. Réfléchissez à cette absurdité. On nous affirme que le gouvernement a alloué des budgets colossaux, embauché des milliers d'ouvriers, importé des millions de tonnes de matériaux uniquement pour construire une gigantesque ville conte de fées pendant 6 mois, puis la faire exploser et la raser au bulldozer. La version officielle prétend que tous ces palais majestueux, arcs de triomphe, dômes hauts comme un immeuble de 20 étages, colonnades et fontaines étaient faits, pardonnez-moi, de déchets, de bois, de toiles de jute et de plâtre. Il s'agissait soi-disant d'un matériau spécial bon marché qui imitait le marbre. Mais regardez les photographies, regardez la qualité des détails. Statues, bas-reliefs, sculptures extrêmement complexes. Avez-vous déjà essayé de fabriquer, à partir de plâtre et de bâtons, une structure qui résisterait au vent d'ouragan du lac Michigan? À l'exposition de Chicago, il y avait des bâtiments d'une telle superficie qu'un gratte-ciel moderne entier aurait pu y être logé. Et ils ne sont pas restés un jour ou deux. Ils sont restés des mois, supportant les pluies et les vents. Le plâtre aurait simplement fondu, la toile de jute aurait pourri, la charpente en bois se serait déformée à cause de l'humidité. Mais sur les clichés, nous voyons une géométrie parfaite, de la monumentalité et de l'éternité. Il y a encore une nuance technique qui détruit le mythe des constructions temporaires. Ce sont les infrastructures d'ingénierie.
Des chemins de fer ont été construits jusqu'à ces palais temporaires. Des canaux navigables où circulaient de lourds bateaux ont été creusés. Et un système complexe d'approvisionnement en eau et d'assainissement a été mis en place. Et le plus important, l'électricité. L'exposition de Chicago de 1893 consommait 3 fois plus d'électricité que tout le reste de la ville de Chicago à cette époque. D'où venaient de telles puissances? On nous parle de Westinghouse et de Tesla, mais même leur génie n'explique pas comment, en quelques années, on peut créer une infrastructure d'un tel niveau à partir de zéro, en plein champ. Des millions d'ampoules, des fontaines électriques, des trottoirs roulants. Au XIXe siècle, quand, dans les villages, on s'éclairait encore avec une chandelle. Il est plus logique de supposer tout autre chose. Ces villes d'exposition n'ont pas été construites. Elles ont été restaurées. C'étaient les quartiers ayant survécu à la catastrophe de ces mêmes mégalopoles antiques dont nous avons parlé précédemment. C'étaient des villes interdites, des vestiges de l'ancienne grandeur de la Grande Tartarie, ou quel que soit le nom de cette civilisation. Des nouvelles autorités, les envahisseurs, les ont simplement nettoyés, ont effectué des rénovations de façade, les ont connectés à des générateurs d'énergie libre miraculeusement préservés, qu'ils ont fait passer pour des machines à vapeur, et ont organisé un grand spectacle. Ils ont invité des foules de migrants pour leur montrer « Regardez quelle puissance a votre nouveau pouvoir !» C'était une démonstration de force. Et puis, une fois le spectacle terminé, ces villes ont été condamnées. On ne pouvait pas les laisser. Elles étaient une preuve trop évidente que nous sommes des descendants dégénérés des dieux. Leur architecture, leurs proportions, leur technologie criaient que l'histoire officielle était un mensonge. C'est pourquoi elles ont été détruites. Elles n'ont pas été démontées soigneusement pour réutiliser les matériaux, ce qui aurait été logique pour des capitalistes économes, mais bien détruites. Elles ont été dynamitées, incendiées, rasées par des engins lourds. Souvenez-vous des images de la destruction de l'exposition de San Francisco. Les colonnes, censées être en plâtre, se brisent en tombant comme de véritables monolithes de pierre. Les armatures, dépassant des fractures, témoignent des technologies du béton armé qui, officiellement, n'en étaient qu'à leur balbutiement à l'époque. Pourquoi détruire une beauté qui aurait pu perdurer des siècles? Pourquoi réduire en poussière des universités, des hôpitaux, des musées déjà construits? Dans un seul but, effacer la mémoire, pour laisser un champ de ruines et y construire des boîtes laides de verre et de béton qui s'écrouleront dans 50 ans. Et qu'en est-il des soi-disant forteresses étoilées? C'est un autre clou dans le cercueil de la version officielle. Partout dans le monde, du Japon à la Hollande, de la Russie à l'Amérique, des centaines d'objets de forme géométrique parfaitement régulière sont dispersés. Des étoiles, des flocons de neige, des cristaux. Officiellement, ce sont des fortifications destinées à la défense contre les canons. Mais tout ingénieur militaire, en regardant le plan d'une telle forteresse, vous dira que c'est de la folie. Une multitude de zones mortes, une géométrie étrange des murs, une absence de logique défensive. En revanche, si on les regarde du point de vue de la physique ondulatoire, tout prend son sens. Ce ne sont pas des forteresses, ce sont des schémas gigantesques, ce sont des résonateurs. Si l'on applique une vibration ou un son d'une certaine fréquence à une telle structure, elle commence à fonctionner. Il s'agissait peut-être d'installations d'harmonisation spatiale, de stations de transmission d'énergie ou même de portails. La pierre dont elles sont faites est ajustée si étroitement qu'on ne peut pas y glisser une lame de couteau. Les volumes de terrassement lors de leur construction dépassent toutes les capacités imaginables des hommes avec des pelles. Et le plus drôle, beaucoup de ces forteresses se trouvent dans des endroits où il n'y a personne à combattre. Dans la taïga profonde, sur des îles désertes, dans les déserts. Qui y protéger? Contre qui se défendre? Les historiens se taisent ou marmonnent des choses confuses sur des terrains d'entraînement.
Mais nous voyons qu'il s'agit d'un réseau planétaire unique. Et beaucoup de ces étoiles portent également les traces d'un terrible impact thermique. Les murs sont fondus. Les fossés sont remplis de ce même verre en lequel la brique s'est transformée. Nous vivons sur le cimetière d'une grande civilisation que, dans notre naïveté, nous considérons comme primitive. Nous regardons les pyramides et pensons que ce sont des tombes. Nous regardons les cathédrales et pensons que ce sont des lieux de prière. Nous regardons les forteresses étoilées et pensons que ce sont des tranchées. Nous regardons les ruines des expositions et pensons que c'est du papier mâché. On nous a privés non seulement de notre passé, mais aussi de la compréhension de la fonction des choses. On nous a transformés en enfants qui ont trouvé un iPhone et l'utilisent pour casser des noix, pensant que c'est une pierre pratique. Mais l'écran de l'iPhone est cassé et la batterie s'épuise.